Bonjour Michel, bonjour Nicole, ravie de vous recevoir pour animer cette conférence dont le thème c'est écrire pour être libre et lire pour s'émanciper. Alors juste avant de commencer, un petit mot de présentation. Michel, on vous a connu comme star du petit écran. Vous avez été choisie par les Martiniquais par concours en 1973 pour être leur présentatrice pendant 5 ans. Et ensuite, vous avez poursuivi votre carrière à Antenne 2 de 77 à 81 et vous avez fait aussi du théâtre et de la musique. Vous êtes autrice de 2 ouvrages, un best-seller, L'Étoile Noire, dont on va parler tout à l'heure, traduit en plusieurs langues, qui continue à être édité et réédité en permanence parce que c'est un roman intemporel sur l'histoire d'une femme noire qui a été déportée dans les camps de concentration pendant la guerre. Et vous avez aussi publié un 2e ouvrage, Le jour où j'ai rencontré Benoît, né esclave devenu saint. Nicole, alors vous êtes successivement directrice de publication d'un hebdomadaire et aussi éditrice. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, Tradition vestimentaire créole, Parure de Guyane, paru aux éditions Anne Chopin. Et puis votre premier roman, Cœur coco de l'âme, qui est donc votre premier roman, porte ton attention sur le monde qui vit autour de toi. Vous êtes aussi formatrice indépendante pour adultes en illettrisme. Et c'est tout naturellement que vous avez décidé l'élaboration d'une méthode tout spécifiquement dédiée à notre environnement caribéen. Et qui se veut le compagnon de route des personnes en situation d'illettrisme. Alors j'ai envie de vous demander, nous sommes au cœur d'un salon du livre, où le livre est roi, mais on constate effectivement qu'il y a encore un taux d'illettrisme important sur nos territoires, notamment en Martinique. Et donc votre méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture prend tout son sens. Quel a été le processus de création de cet ouvrage et quel sens y donnez-vous en participant à ce salon du livre où vous présentez aussi cet ouvrage? Alors en fait, je me suis rendu compte que les personnes illettrées, ce sont des personnes. Alors, d'abord, parler de l'illettrisme, qu'est-ce que c'est? Les illettrés, ce sont des personnes qui ont eu un parcours de vie difficile, donc qui ont dû arrêter à un moment donné, soit en primaire, soit en secondaire, donc d'arrêter leur parcours scolaire. Et évidemment, à ce moment-là, ils sont en rupture de lecture, d'écriture, et ils perdent confiance en eux. Voilà. Donc, étant formatrice en illettrisme, je me suis intéressée et formatrice en centre de formation. Et je me suis dit, tiens, les ouvrages qui existent, ce sont des ouvrages nationaux qui ne parlent pas de notre environnement local, de ce qu'on sait, de ce que ces personnes-là qui sont déjà en difficulté ne voient pas, des mots qu'ils ne connaissent pas, comme la neige ou les fraises et tout. Donc je me suis attelée pendant 3 ans à écrire cette méthode qui rassemble tous nos mots, parce que nous avons des mots magnifiques, nous avons des animaux, nous avons des fleurs, nous avons tout ce qu'il faut, des fruits, des légumes, voilà. Et je me suis, pendant 3 ans, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai pu faire cet ouvrage-là. Donc, pour parler des illettrés rapidement, je voudrais dire aussi qu'en dehors de leurs difficultés, illettrés n'est pas synonyme d'absence de compétences. Ce sont des personnes qui ont développé d'autres facultés visuelles et auditives, et des fois plus que nous-mêmes, lettrés, puisque nous avons spontanément, on lit, on écrit, on tape sur l'ordinateur, etc. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Je me suis occupée d'illettrisme à Paris longtemps, pendant 5 ans, avec le maire du 17e. J'habitais dans le 17e arrondissement. J'avais essentiellement des Maliens, mais qui n'étaient pas analphabètes. Parce qu'il y a une différence entre l'analphabète et l'illettré. Et l'illettré est très curieux et ils ont beaucoup de talent, mais ils ont honte d'être illettrés en fait. Moi, je m'occupais d'hommes et de femmes adultes. J'ai eu des petits-enfants, mais c'était pour du rattrapage scolaire. Et l'illettrisme adulte,
notamment par des hommes africains et des Maliens, c'était pour moi d'une grande richesse de les connaître. Alors, et en tout ce fait, que vous dites est vrai. Et voilà. ils n'avaient pas votre méthode, dommage. Alors, en fait, il y a les analphabètes, ce sont des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, d'accord? Donc, il faut reprendre à la base. Les illettrés, comme je disais tout à l'heure, qui ont eu un parcours scolaire. Et puis, ceux dont vous parlez, ce sont les FLE, les Français langue étrangère. Ce sont des personnes qui ne sont pas illettrées dans leur langue maternelle, mais qui ont évidemment des difficultés à lire et écrire en français. C'est Donc, ça. ce sont trois formations différentes, en fait. Ce sont trois parcours différents. Et voilà. Donc, Votre méthode, elle est uniquement pour les Antilles? Non. Ah, pas du tout. Non, elle est du tout. pour eux aussi. Il faut s'ouvrir au monde. Bien sûr. Mais je me dis, parlons d'abord de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, et vous pouvez vous imaginer que lorsque ces personnes-là, je leur dis la mangue, le son, mangue et tout, mais oui, je connais la mangue, j'étais au marché hier, donc tout de suite ça développe quelque chose. Oui, c'est fait avec notre environnement voilà. Et naturel, le thème que Claire a culturel. choisi pour cette conférence m'a beaucoup touchée, me plaît beaucoup, parce que ce que je veux dire, c'est que les personnes à 80%, les personnes qui sont réguliers, qui sont convaincus qu'ils vont y arrivent vraiment. Ce sont des personnes qui sortent plein d'assurance, plein de confiance en eux et plein de vie et de projets, d'accord? Et donc le thème de cette conférence me plaît parce que je dis que les personnes qui ont commencé à lire, à écrire, ce sont peut-être les futurs auteurs du salon. Absolument. D'accord? Parce que ce sont des gens Bien qui sûr, bien sûr. C'est un appel. C'est un appel en fait au plus grand nombre de venir sur ce salon. Parce que on peut se dire je sais pas lire, je sais pas écrire, c'est pas ma place de venir sur un salon du livre. Eh ben non, il faut venir parce que justement il y a cette possibilité de découvrir votre méthode et de s'ouvrir en fait au plus grand nombre et à la littérature. Alors vous illustrez bien la thématique effectivement de la conférence qui est lire pour s'émanciper. Est-ce que vous confirmez toutes les deux que le fait de lire c'est un moyen de s'émanciper? Oui, c'est un moyen de voyager, de faire travailler l'imaginaire, Bien évidemment, d'avoir son petit moment à soi aussi quand on lit, d'accord, puis de pouvoir le partager avec d'autres. Ce que nous faisons. C'est important aussi, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais c'est bien sûr, et je peux vous assurer que pour revenir à l'illettrisme, ce sont des personnes qui sont extrêmement volontaires et qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'écrire, qui ont envie de lire, qui ont envie aussi d'être des artistes, hein, parce que j'ai des poètes et des gens qui ont écrit des poèmes en Phonétique. Ouais. Des poèmes en phonétique, et qui, avec eux, on a retravaillé les textes et on a pu les imprimer. Et là, c'est une fierté pour eux, pour la famille, pour les voisins, pour tout le monde. Oui. Et puis écrire est un acte d'amour. Ouais. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Exactement. Ce n'est pas de moi, c'est de Jean Cocteau, dans La difficulté d'être, déjà en 1930. Alors justement, Michel, puisque sur la thématique, l'autre thématique qui est écrire pour être libre. Dans votre livre L'Étoile Noire, votre personnage principal, la femme noire qui a été déportée dans les camps avec ses 2 enfants, elle tient grâce à l'écriture. Elle tient parce que elle fait tout pour trouver un petit papier, un petit carnet de Moleskine qu'elle tient secrètement dans sa ceinture, dans ses vêtements, dans ses cheveux ou dans l'endroit où elle pouvait dormir. Elle se dégote un petit bout de plume, de crayon pour pouvoir écrire, et on sent que l'écriture est pour elle très important pour pouvoir tenir. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu Personnellement, traduire? je l'ai connu personnellement pour pouvoir tenir. Je devais écrire, j'ai d'ailleurs écrit une première autobiographie, mais je devais aussi donner à mon personnage, qui est Sidonie, le moyen de résistance, parce que sans quoi elle était morte tout de suite. Et ce qu'elle avait trouvé, c'était pouvoir écrire partout, et on savait qu'elle écrivait dans le camp.
il n'y avait pas beaucoup de femmes noires. En fait, c'est une mémoire noire de l'Holocauste et une mémoire spécifiquement antillaise. Donc, elle raconte ses histoires en fonction de son antillanité. Et quand elle découvre qu'il y a beaucoup de femmes juives, il y avait 27 nationalités. Et une femme juive, lui, qui savait qu'elle était infirmière, en fait, elle avait fait des études de médecine. Elle avait quitté Saint-Pierre de la Martinique pour faire des études de médecine à Bordeaux. Et elle est raflée. Et dans le convoi de déportation qui l'amène à Ravensbrück, qui est un camp de femmes, Auschwitz c'est autre chose, mais à Ravensbrück, il y a une petite fille qui est en train de mourir. Elle est à l'agonie, Rachel. Et la maman vient chercher Sidonie en lui disant « faites quelque chose ». Et que fait Sidonie? Elle raconte des histoires du Saint-Pierre des années 20, des années du Saint-Pierre qu'on a perdu. Et elle raconte, c'est une ville d'eau et de lumière. Elle lui dit dans la vilaine chenille grise et noire, je vais te raconter un pays que tu ne connais pas pour t'aider à tenir. Et dans cette recherche et dans cette aide qu'elle fournit à cet enfant qui va mourir plus tard, mais elle sent aussi que la mort n'est pas loin pour ses deux enfants et pour elle, eh bien, elle, par l'écriture et par la mémoire, elle va s'émanciper et elle va aider cette petite fille à reprendre vie. Et ça, c'est quand même important. Et quand j'ai été invitée à ce premier salon, ça me redonne vie. Ça nous redonne vie de rencontrer ces hommes, de rencontrer ces femmes, d'être dans un jardin extraordinaire à la Fondation Clément, par Tous Créoles, cette association magnifique. Et quand même, il faut le dire, depuis qu'elle existe, il fallait qu'elle existe. Et elle existe. Et Sidonie aussi permet à d'autres déportés de pouvoir raconter leur histoire, de pouvoir garder en mémoire leur histoire. Parce que cette mémoire noire de l'Holocauste, qui est la première, il faut le dire, personne n'avait écrit sur la déportation des Noirs dans des camps de concentration. C'est une mémoire qu'il nous faut garder, ce qui fait que le livre est sans arrêt réédité et en plusieurs langues. Vous imaginez que ce livre est traduit en tchèque et que les Tchèques connaissent l'histoire de la Martinique, connaissent l'histoire de Tous Créoles, connaissent l'histoire de ce premier salon. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il faut le dire, grâce à des hommes comme M. Bernard Ayotte. Il faut le dire, il est mécène, et il s'investit, il est martiniquais. Et papa me disait toujours, n'oublie jamais, hein, Michel, tu es une Martiniquaise. Et quand j'étais en dessous du dessous, je me disais, tu es une Martiniquaise. Alors Nicole, pour revenir à notre sujet, dans votre roman Cœur coco de l'âme, vous avez aussi un personnage érudit qui souffre d'illettrisme et qui développe tout un stratagème pour combattre cet illettrisme. Là aussi, elle a compris que l'écriture et la lecture étaient un moyen pour elle de survie. Oui, tout à fait. Alors effectivement, ce roman Cœur coco de l'âme, c'est l'histoire d'une femme, c'est un parcours de vie avec tout ce qu'on traverse, notamment cette rencontre avec Eulalie, qui est un personnage au début assez revendicative. Voilà, elle ne comprend pas pourquoi il y a des personnes qui savent lire et d'autres pas. Elle nous dit, nous, on nous prend pour des imbéciles, des ababas, des personnes sans culture, sans éducation, sans rien. Et heureusement, elle rencontre donc Liane, qui est le personnage principal. Et Liane lui dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Tu viendras tous les soirs et on t'apprendra à lire et à écrire. Et évidemment, à la fin du roman, donc faut pas tout dire, raconter l'histoire, il ne faut pas tout dire. À la fin du roman, elle sait lire et écrire, elle sait en tous les cas décrypter. Et ce qui est bien, c'est qu'elle aide sa communauté, la communauté des personnes, des femmes notamment illettrées. Elle les aide à lire et à écrire. Et tous les soirs, elle fera des petites heures de travail, d'écriture, de lecture. Et voilà, c'est pour ça que le thème il m'a fait rappeler à Eulalie, parce que je crois fermement que les personnes qui sont illettrées sont pas en manque de savoir. Ils ont envie, ils aimeraient lire. Par exemple, quand j'étais en formation, je faisais les centres de formation, les gens venaient avec des petits ouvrages pour enfants, des adultes. Oui.
entre 30 et 75 ans, Ouais. d'accord, parce que ils n'arrivent pas à décrypter. Ils avaient le livre caché dans leur sac, mais ils avaient le livre, ils venaient. Une fois qu'on était seuls, ils sortaient le livre. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de, bon, allez, on va réactualiser un petit peu les mots, les expressions c'est ça, et la tout. méthode. Et comme ça, ce sera encore plus facile pour Bien eux. sûr, bien sûr. Ouais. Alors Michel, je connais votre attachement à la religion et votre foi profonde. Vous avez écrit un ouvrage sur Benoît, né esclave, devenu saint, un saint noir. Est-ce que l'écriture, les écrits religieux ou l'écriture de ce premier roman, enfin de ce roman sur ce premier saint noir, a été pour vous une source de liberté? Il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit de la vie du premier saint noir canonisé par l'Église. J'y tiens beaucoup parce que c'est un esclave. Nous sommes dans l'Italie fin XVe siècle qui n'est pas forcément pro-noir, une Italie esclavagiste, et il est devenu le saint patron de la ville de Palerme, cette ville qui à l'heure actuelle refoule les émigrés africains en un patron noir. Et je voulais dire que ce saint est une mémoire aussi au niveau de notre foi, une mémoire, une autre forme de mémoire noire qui aide à tenir pour les croyants comme pour les non-croyants. Je l'ai rencontré, je suis allée m'agenouiller au pied de sa châsse. Il est là, il est imputrescible, il est conservé intact en Italie, à Palerme, et les moines franciscains le couvent pour qu'il ne... Ça fait 6 siècles. Il n'a pas bougé. Sa peau n'a pas bougé. Et dès qu'ils m'ont amené voir l'endroit où il se trouvait, dès que je suis rentrée dans la pièce, une odeur de rose et de lys émanait du lieu. Je suis allée pour lui... C'était que mon manuscrit. J'avais déjà écrit 4 manuscrits. Au 5e manuscrit, je me suis dit, il faut que j'aille lui demander l'autorisation d'écrire sur lui. Ai-je le droit d'écrire sur lui et de le porter à la connaissance un petit peu au monde des croyants et des non-croyants. Et tout de suite, j'ai senti une approbation qu'il fallait le faire. Donc, ça ne désemplit pas à Palerme, son lieu de prière. Les gens viennent, il est connu du monde entier. Le monde entier, mais on n'avait pas encore écrit, à part les moines et quelques historiens, on n'avait pas encore écrit une histoire moderne sur la vie de ce saint. Et c'est vrai qu'il l'aide à une forme d'émancipation intérieure. C'est l'intériorité de ce saint qui parle à mon intériorité. Tu vois, c'est ça. Parce qu'on est dans la paix, dans le calme immédiat avec lui. Et puis, c'est une vie peu banale de voir un saint en guenilles, agenouillé dans la cathédrale de Palerme, qui lui aussi demande à Dieu s'il doit continuer dans ce chemin ou pas. Et il était illettré. Je pense à vous, parce qu'il était illettré. La famille, il a été recueilli dans une famille de la noblesse italienne. Ils ne l'ont pas laissé aller à l'école, mais ils lui ont donné son nom et des biens. Il a refusé les biens parce qu'il est rentré dans les ordres. Mais il s'appelle Manessari. Il a un nom de famille à l'époque où aucun blanc ne donnait son nom à un esclave noir. Alors, si on prend cette thématique autour de la liberté et de l'émancipation, on comprend bien que la lecture et l'écriture sont fondamentaux pour le développement personnel et sociétal. Comment transmettre le goût de la lecture aux jeunes générations pour leur permettre justement d'être libres et de s'émanciper? Alors bon, les jeunes s'intéressent, et c'est pas qu'ils s'intéressent pas du tout à la lecture. Ils ont des lectures, on va dire, un peu particulières. Les romans, des mangas. Mais bon, on peut pas. Et même les illettrés, je leur dis, qu'est-ce que vous aimez? Tu aimes coudre? Ben, achète des livres sur la couture. Tu aimes le sport, toi? Achète des livres. Et en fait, il faut les intéresser à des sujets
qui sont pour eux plus parlants que d'acheter peut-être pour le moment. Hein. Après, ils vont s'y mettre. Mais j'avais remarqué ça. En fait, il faut leur donner à lire des ouvrages qui les intéressent, des sujets qui les intéressent, des sujets qui les motivent. Ah, je lui dis, mais si tu aimes la cuisine, mais allez, il y a une recette. Mais comment tu lis la recette? Tu sais pas lire. Tu as envie de faire ce gâteau-là ou cette crème-là, mais donc il faut que tu t'achètes des livres de lecture. On va lire ensemble, d'accord? Et puis après, tu pourras t'acheter un gros livre de cuisine et tu pourras cuisiner convenablement. Et ça, elle l'a fait. Elle savait pas lire, elle ne savait toujours pas lire convenablement. Mais elle l'a acheté et elle est venue toute fière. Elle me dit, ça y est, je suis allée à la FNAC, j'ai acheté mon livre. Oh, c'est génial. Bon, allez, on va trouver. Je suis pas grande cuisinière, mais j'ai dit, allez, quelle recette te plaît? Donc en fait, ça serait ça, c'est inciter les jeunes à lire sur le domaine qui les intéresse. C'est à nous de trouver. Par contre, je cite simplement une petite phrase d'Édouard Glissant dans le discours antillais. Il dit « Le rôle grandissant des radios et télévisions fait qu'aujourd'hui, l'aliénation par l'écrit apparaît combien désuète. Il est alors possible que l'écrit se constitue comme lieu de résistance persistant. » Vous voyez ? C'est important. Oui. Donc, vous avez une grande responsabilité. Et moi, qui étais une ex-professeure des écoles, je ne savais pas que j'avais cette responsabilité. J'aimais beaucoup être professeur, mais j'étais plus tentée par le théâtre, le cinéma, la télévision, mais par un métier de visibilité où le parler aussi contribuait à l'écrit. L'échange aussi est important parce que pendant ces formations-là, je peux vous affirmer une chose. Et ça me touche particulièrement, c'est que ces personnes-là m'ont apporté autant que ce que je leur ai transmis. C'est-à-dire que par l'oralité, avant de savoir écrire, lire et tout, il y a des choses qui, voilà, on se livre un petit peu, on raconte sa vie, pourquoi on est devenu, pourquoi on a eu cette rupture avec la scolarité, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, et ça, on comprend mieux l'autre. Oui. Et ça, c'est important. C'est ça. Ouais. Il y avait un interdit de parler. Ouais. Il fallait pas parler. Ma grand-mère, quand j'ai commencé à faire mon arbre généalogique il y a 25 ans, ma grand-mère était furieuse. On ne parlait pas. Il n'y avait pas l'oralité. Ah ouais. Mon grand-père, oui, mais ma grand-mère, non. Il ne fallait rien dire. Il fallait se taire. Donc on voit il faut redresser les choses. Oui, absolument. Au niveau de l'écriture. On voit vraiment l'importance de l'éducation et l'importance de la transmission. Donner le goût dès le plus jeune âge. De ne pas avoir honte. Il y a une espèce de honte. D'écrire, de se parler, de comprendre. Un mot pour la fin, toutes les deux. Comment vous avez envie de conclure cette échange? Moi, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. Moi, en Martinique, il faut savoir qu'il y a plus de 50 000 personnes. Il y en a plus que ça. Plus que 50 000 personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, qui ne savent pas lire une note de service. Beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas qu'ils ont des illettrés au sein de leur entreprise parce qu'ils cachent cette j'aime pas parler de handicap, de cette difficulté, d'accord? Donc, à mon avis, il y a beaucoup de travail à faire au sein des entreprises, dans les associations, à la maison, ou chez le voisin. Des fois, vous savez même pas que vous avez une voisine ou un voisin qui a des difficultés de lecture et d'écriture, et ces personnes ont de gros problèmes au quotidien. Voilà. Oui. Donc, moi, je pense que voilà. Merci Claire de m'avoir invité à cette conférence parce que ça permet de remettre ce fléau silencieux, comme je l'appelle, oui. Ce fléau en exergue et se dire que tout n'est pas perdu. Il faut redonner confiance à ces gens. Merci Nicole. Il me revient l'image du film de Rue Cazenègre, de l'importance de l'instituteur et de l'importance de nos ancêtres qui voulaient qu'on apprenne à lire, à écrire, à être au-dessus de ceux ils connaissaient d'autres choses qu'ils nous donnaient, mais eux aussi savaient qu'il fallait qu'on fasse des études. L'éducation était très importante. Et je voudrais terminer par cette belle phrase de Léon Gontran Damas que j'aime beaucoup. Il n'est plus bel hommage à tout ce passé à la fois simple et composé que la tendresse, l'infinie tendresse qui entend lui survivre. Eh bien moi je ressens une forme de tendresse
dans le lieu où je suis aujourd'hui, à la Fondation Clément, et aussi de politesse de ces hommes qui se sont déplacés, qui se sont habillés, qui nous écoutent. Je vois monsieur qui nous fait adieu, tous ceux qui sont là et qui sont près de nous, qui n'ont pas cette dureté. Vous voyez, il y a aussi le fait de lire et de connaître les auteurs de notre Caraïbe. Une certaine bienveillance. Voilà, c'est exactement, la important. bienveillance. Merci beaucoup toutes les Merci deux. Claire. Merci Nicole. Et bon salon. Nicole Anne. Hein. Et merci à merci, Claire Michel. Richer qui fait un travail quand même considérable. Je ne sais pas où elle prend le temps entre ses Je le lui ai émissions, déjà dit. sa vie de femme, la directrice de communication de Monsieur Ayotte. Merci Claire. C'est nous qui te remercions.